Bienvenue à Bibliothèque Médicis exceptionnelle. Exceptionnelle d'abord parce que l'émission se déplace vers l'Institut du monde arabe. Nous sommes sur les quais de la Seine, en face de Notre-Dame, et ici nous sommes au 9e étage de ce bâtiment de verre et d'acier. L'Institut du monde arabe a 20 ans, et je crois qu'il va connaître une nouvelle jeunesse et peut-être enfin sa vraie raison de vivre. L'IMA peut nous aider à connaître et à comprendre le monde arabe et peut-être à nous réconcilier avec lui à partir de l'essentiel. Nous en parlerons avec Monique Cantos-Berber et nos invités dans un instant. L'islam est la religion d'un livre, le Coran, qui traduit la révélation faite aux hommes par la parole divine. Le Coran est un texte sacré, une religion mondiale du Maroc à l'Indonésie, avec plus d'1 milliard de croyants, et une philosophie qui fut glorieuse. Mais un double mouvement se produit aujourd'hui, à la fois un retour au fondamentalisme et un effort de réforme. Et comme point de départ de cette émission Bibliothèque Médicis, un travail remarquable, indispensable à mon avis, oui, savant, accessible et précis, réalisé sous votre direction, M. Mohamed Ali Amir Mouezi, le dictionnaire du Coran publié par la collection Bouquin. Est-ce que je peux vous demander si c'est une lecture religieuse du Coran, d'abord? Non. C'est une approche scientifique, donc faite par des scientifiques, des chercheurs confirmés, une 30aine de personnes, une équipe internationale, qui sont tous des universitaires. Et si des fondamentalistes voyaient ce dictionnaire, s'il leur tombait entre les mains, est-ce qu'ils reconnaîtraient leur Coran? Je pense que oui, c'est-à-dire il y a fondamentalistes et fondamentalistes. Et je crois que ce livre s'adresse à un lecteur rationnel et donc il présente les choses de manière rationnelle. Et donc ceux qui peuvent avoir une approche rationnelle des choses peuvent s'y retrouver. Comment vous définissez le travail que vous avez fait avec vos 27 chercheurs sur le Coran? C'est un travail scientifique, mais fait par des spécialistes, mais qui s'adresse à un public de non-spécialistes. C'était l'objectif principal du livre, puisque le Coran, tout le monde en parle, avec tout ce qui se passe et que l'on connaît de dramatique autour de l'islam et de son livre saint. Et donc on voulait simplement donner au public, au grand public non spécialiste, mais quand même cultivé, un outil d'approche scientifique, rigoureux et en même temps serein, distancié du Coran. On va voir ce que nos invités en pensent, c'est ce qu'ils en disent. Est-ce que je peux vous demander d'où vous venez? Si c'est pas trop indiscret. Non. Ça n'a pas une grande importance, mais je suis d'origine iranienne. Mais je suis venu en France après avoir eu mon bac en Iran sur les conseils du grand orientaliste Henri Corbin, donc qui m'a conseillé de venir faire mes études d'islamologie ici. Et donc le destin a voulu que maintenant j'ai l'honneur d'occuper sa chaire à l'école pratique des hautes études. Et le dictionnaire du Coran, c'est combien d'années de travail? 5 ans. C'est-à-dire le quart du Coran, de la durée de l'écriture du Coran, c'est ça? 20 ans. Merci. Je vais commencer avec vous, Dominique Baudis, et merci d'accueillir Bibliothèque Médicis. Merci à vous d'être venu et bienvenue. C'est un plaisir puisque nous avons des accords et nous ferons vivre avec vous l'Institut du monde arabe que vous dirigez maintenant, vous présidez depuis 9 mois. Février dernier, oui. 9 mois. Vous savez qu'on a craint à un moment sa disparition parce qu'il y avait des querelles sur les déficits, sur les hésitations stratégiques, etc. Peut-être même avec un moindre engagement des partenaires et des créateurs. Est-ce que vous dites aujourd'hui que l'IMA est sauvée et va prendre une nouvelle orientation? C'est vrai, la situation a été difficile depuis longtemps d'ailleurs, mais cette maison a une capacité de redressement extraordinaire. La situation s'est rétablie beaucoup plus vite que je ne l'espérais. Largement d'ailleurs grâce à l'adhésion du public. Nous recevons ici 1 million de visiteurs chaque année, ce qui fait de l'Institut du monde arabe un des 10 sites culturels les plus visités à Paris. Et puis c'est un public fidèle qui croit à cette maison et à son utilité. C'est un lieu de culture, mais c'est un lieu qui est porteur aussi de valeurs. Valeurs de dialogue, de découverte et d'apprentissage de l'autre et par conséquent de respect de l'autre. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des déficits. Où vous avez trouvé les millions d'euros qui vous manquaient?
Bon, on va pas faire un long dégagement budgétaire. Mais globalement, est-ce que je sais que vous avez fait le tour des capitales des pays arabes, etc. Vous avez été reçu par les princes et les rois. Est-ce que là, vous garantissez l'avenir et un avenir tranquille de l'Institut du monde arabe? J'y travaille. J'ai obtenu d'abord de l'État français qu'il réactualise la subvention qu'il nous apporte. Il donnait la même somme depuis 1990, depuis 17 ans. En 17 ans, une somme, évidemment, perd de sa valeur. Donc j'ai demandé la réactualisation à la valeur de 90. Et il n'y a pas beaucoup d'institutions culturelles qui ne demandent pas plus à l'État aujourd'hui qu'en 1990. Mais quand vous dites, vous avez 1 million de visiteurs. Raisonnable, et donc 1 million de visiteurs. Deuxièmement, j'ai ouvert cette maison aux entreprises, aux acteurs économiques. Ils sont présents, actifs dans le monde arabe, et je pense qu'ils doivent accompagner leur démarche économique d'une démarche culturelle. Et c'est un atout pour ces entreprises par rapport à leurs concurrents japonais ou américains qui n'ont pas la proximité que nous avons, culturelle, géographique, historique, avec les pays du monde arabe. Et puis j'ai développé une politique de location d'espace en proposant à des pays de venir ici se présenter comme on le ferait dans une exposition internationale ou une exposition universelle. Bref, et vos expositions, vous les faites tourner en France, voilà. Ou peut-être à l'étranger si on vous les demande. Voilà, nous vivons dans des murs magnifiques, mais il faut sortir de ces murs. On ne peut pas accueillir plus d'1 million de visiteurs. Et il faut par conséquent que nous allions à la rencontre de nos publics, dans le monde arabe d'abord, en présentant des expositions d'art contemporain ou expositions patrimoniales. Nous le faisons à Alger, nous allons le faire en Syrie, nous le ferons dans l'ensemble des pays arabes qui le souhaitent. Et puis, faire tourner nos expositions également en France et en Europe. Où en France? On va commencer avec Toulouse, puis Marseille, je pense dans Mulhouse, Bordeaux, dans des lieux dont les municipalités peuvent disposer pour présenter des expositions qui exigent entre 600 et 1000 mètres carrés pour pouvoir se déployer. Mais comment voyez-vous l'équilibre entre les activités culturelles et scientifiques que l'Institut du monde arabe a vocation à héberger, expositions, colloques, rencontres, et puis l'autre aspect que vous venez d'évoquer, à savoir le rayonnement de la France dans le monde arabe et aussi l'accueil du monde arabe en France, puisque l'Institut du monde arabe doit être la plaque tournante de cela. Comment les deux activités peuvent s'équilibrer? Elles sont parfaitement complémentaires. Nous sommes effectivement la vitrine ou la scène de présentation de la culture et de la civilisation du monde arabe. Les civilisations les plus anciennes, par exemple l'exposition phénicien en ce moment, mais aussi la création d'aujourd'hui, les artistes plasticiens ou les chanteurs ou les comédiens issus du monde arabe et parfois d'ailleurs nés en France. Un chanteur comme Faudel est monté sur la scène de l'Institut du monde arabe, il avait 15 ans. Jamel Debbouze avait participé à des spectacles à Trappes. Mais la première scène à Paris, avec 400 personnes et des journalistes, c'est un D'accord, mais ce ne sont pas les plus grands créateurs du monde arabe, ces deux-là, non? Ce ne sont pas les plus grands créateurs du monde arabe, mais ils sont représentatifs. Même s'ils chantent bien. Ils sont représentatifs d'une partie de la société française. Et le rôle de l'Institut du monde arabe, c'est de faire sentir, de faire savoir à ces jeunes Français d'origine arabe qu'ils sont citoyens d'un pays qui reconnaît et valorise la diversité culturelle. Alors on va voir des images de ce bâtiment. Anne-Marie Moreau nous les montre. Il faut dire qu'il a été lancé sous Valéry Giscard d'Estaing, inauguré le 30 novembre 1987 par François Mitterrand, et qu'il intéresse ou il a intéressé Jacques Chirac et peut-être Nicolas Sarkozy. C'est un bâtiment qui se voit de loin, de verre et d'acier, ai-je dit, sur les quais de la Seine. C'est une architecture qui veut mêler, si je comprends bien, les deux cultures, arabe et occidentale. Absolument. C'est un bâtiment qui est très lisible de ce point de vue-là, en particulier cette grande façade emblématique de l'Institut du monde arabe. Ce sont des mouches arabiers, mais c'est le thème du mouche arabier. Il y a 240 panneaux comme celui-là, qui couvrent l'ensemble de la façade. Il fonctionne en principe avec la lumière du soleil. Il s'ouvre davantage quand la lumière faiblit, il se referme quand la lumière est puissante. Il faut d'ailleurs les réparer, ça fait partie des missions. C'est pour ça que vous dites qu'il s'ouvre en principe. Voilà, en principe. Mais c'est l'entreprise Alstom qui avait réalisé ce travail, et j'ai demandé aux responsables, au président d'Alstom, de veiller à ce que cette œuvre d'art, parce que c'est une œuvre d'art industrielle, c'est la moindre des choses. Alors là, nous sommes au 9e, le musée se visite à partir du 7e étage jusqu'au 4e, et là, c'est le cœur de Lima.
musée et exposition. Oui, oui. Et est-ce que vous dites que l'IMA est ouverte vers le ciel de Paris et peut-être au monde, même si ces fenêtres, on ne peut pas les ouvrir de l'intérieur? On ne peut pas les ouvrir de l'intérieur, mais le regard passe, et on a à la fois le monde arabe à travers l'écriture architecturale de Jean Nouvel et d'Architecture Studio et de toute l'équipe qui a travaillé sur son bâtiment. Et puis il suffit de regarder à travers les vitres et on est en plein cœur de Paris. Donc on a cette espèce de dialogue entre Paris et le monde arabe. C'était bien l'objectif du projet. Il ne faut pas oublier la ziggourate, là, c'est très beau. Alors, oui, la tour des livres. La tour des livres, c'est ce que je veux dire. Et c'est une tour de marbre blanc qui est en spirale et qui est sous verre, donc on la voit de l'extérieur. C'est Abdelwahab Medeb, je voulais vous faire intervenir parce que, comme disait Monique, vous fréquentez les colloques, ou vous venez quelquefois dans les colloques et vous avez votre regard, même critique, sur ce qu'a été, ce que doit devenir l'Institut du monde arabe. Écoutez, j'ai fréquenté au début l'Institut du monde arabe, c'est vrai. J'ai même organisé un colloque ici sur l'amour et l'Orient, il y a peut-être une quinzaine d'années. Mais ces derniers temps, je me suis éloigné de l'Institut. Parce que vous écrivez, vous préparez, voilà. Il y a quelques années, nous avions parlé dans Bibliothèque Médicis de contre-prêche, et là vous préparez un livre qui va être important en janvier. Oui. On en parlera ensemble. Quand on dit le monde arabe sont des réalités différentes. C'est combien de pays? Qui veut me répondre? 24, je crois. 22 pays membres de la Ligue. Oui. Parce qu'ils ne sont pas tous arabes. C'est souvent la Somalie ou leur arabité quand même. Mais avec des points communs entre les peuples arabes. L'arabité, c'est les Comores. Ah oui, les Comores aussi. Il y a 22 pays. Le problème du monde arabe, c'est que c'est à la fois une réalité et une fiction. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à se retrouver. Je dois dire que ce qui m'a éclairé profondément sur la réalité du monde arabe, ce qu'il est véritablement, c'est la lecture de ce petit texte, de cette conférence sublime faite par Ernest Renan en Sorbonne. Qu'est-ce qu'une nation? On parle de nation arabe. Et Renan fait la démonstration magistrale que la communauté linguistique, la communauté religieuse, la communauté historique et la continuité géographique ne sont pas suffisants pour constituer une nation. Et que la nation la mieux constituée en Europe ne dispose d'aucune de ces communautés, la Suisse. Et là j'ai compris pourquoi les pays arabes ne constituent pas une nation. Bon, le monde arabe, c'est la richesse et la diversité de la langue. C'est un monde oral. Vous allez tous en parler. Je vais citer Esther Benbassa. Merci d'être avec nous. Vous publiez Des cultures et des dieux, repères pour une transmission du fait religieux chez Fayard. Sophie Bessis, Albin Michel, les Arabes, les femmes, la liberté. Et vous vouliez, Monsieur Moïsi, dire? Non, juste une information complémentaire. C'est une évidence, mais bon, bien sûr, on parle du monde arabe. Nous sommes à l'Institut du monde arabe, mais bon, j'ai dirigé un dictionnaire du Coran. C'est qu'il faut souligner le fait, c'est important, je pense, dans l'approche des choses, souligner la diversité et la pluralité du monde musulman. C'est-à-dire, seuls 15% des musulmans sont arabophones. 15%. Les plus grands pays musulmans sont le Nigeria et l'Indonésie actuellement. Le subcontinent indien, les 3 pays, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh, abritent la moitié de la population musulmane mondiale. Donc tous ces pays-là ne connaissent ni la culture arabe ni la langue arabe. Et la Turquie. Bien sûr, la Turquie, l'Iran, les Balkans, n'est-ce pas, l'Asie centrale. Et je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit cette pluralité de peuples, de cultures, de et civilisations. Qui peut lire le Coran? En fait, si vous voulez, ce que disait M. Moïsi, on peut le résumer en 2 phrases, des rêves importants et que les gens doivent savoir, parce que c'est une réalité géopolitique essentielle. Tous les musulmans ne sont pas des Arabes, et tous les Arabes ne sont pas des musulmans. Qui peut lire le Coran, M. Ali Amir Moïsi? Qui peut le lire? Dans la langue, très peu de gens. Moi, je le dis dans ma préface, je pense, sans avoir exagéré, moins de 5% des musulmans, parce que même ceux qui connaissent, parmi ces 15% ou un peu plus qui connaissent l'arabe classique, ne pourront pas facilement lire l'arabe coranique, qui est une langue archaïque spéciale. Donc très peu de gens, finalement, peuvent lire le Coran dans le texte. Vous le lisez dans le texte, non? Oui. C'est bien. Donc, ça, c'est la formation de Tunis, franco-arabe très forte, et le milieu familial, quand même. Je viens d'un milieu de théologiens.
Mais on peut dire la même chose pour le judaïsme. Très peu de gens lisent dans le texte, enfin en araméen ou en hébreu. Ah, oui. Et les gens, quand ils le lisent dans ces langues, ils l'annonnent souvent parce qu'ils l'ont appris par cœur, mais ils ne comprennent pas les mots. Amir Moïsi, dans votre dictionnaire, on trouve à la fois des personnages, on trouve des articles fouillés, argumentés sur tout ce qui tourne autour de l'enseignement du prophète. Et le premier mot, c'est la première entrée, Aaron, qui apparaît. Pourquoi tout de suite Aaron, le frère de Moïse? Parce que c'est un personnage important, comme beaucoup d'autres personnages bibliques. Vous savez, des personnages comme Abraham ou comme Moïse sont infiniment plus cités par le Coran que Mahomet. Et je pense aussi, un des objectifs que visait ce livre, c'était de mettre en perspective le Coran et l'islam dans son contexte culturel, religieux, historique et géographique. C'est-à-dire de montrer combien l'islam et le Coran, son texte, constituent un prolongement des religions antérieures. Bien sûr, le christianisme et le judaïsme, ça paraît évident, mais d'autres religions qui paraissent moins évidentes, par exemple le manichéisme, qui a laissé des traces importantes. Alors pour être clair et simple à l'égard de ceux qui ne vont pas lire le Coran et qui liront peut-être le dictionnaire du Coran, on peut prendre un certain nombre, si vous voulez, de mots comme une sorte d'exercice. La ruse, vous lui consacrez près de 10 pages. La ruse. Pourquoi? Le Dieu de l'islam est un Dieu rusé, comme le Dieu grec. Tous les dieux, ça. Oui. Et puis c'est une... Monique a dit? Non, mais la ruse est dans le monde antique, en tout cas, mais qui s'est prolongée jusqu'à l'islam, l'image même de la rationalité, de l'intelligence des moyens, c'est-à-dire de cet esprit d'habileté qui permettra de trouver les meilleures façons d'atteindre un but. Le rôle de la ruse dans le droit. Ça ne porte dans pas nécessairement... Dans le contournement, dans la vie, de la politique. Oui, effectivement. Et puis, bon, mes amis m'ont répondu à ma place. Comme le disent les Arabes, être rusé n'est pas être malin. Donc c'est une intelligence particulière, et effectivement, un des attributs de Dieu dans le Coran, c'est le rusé. Et puis c'est une notion extrêmement importante dans la culture arabo-musulmane. Quand on regarde la littérature, la mystique, la philosophie, d'où l'importance de ce... La ruse comme vraiment équivalent de stratagème. Souvent, d'ailleurs, le terme arabe, on le traduit soit par ruse, soit par stratagème. Mais c'est un des attributs du politique, je veux dire, au-delà même de l'islam. Oui. La ruse est un des outils absolument essentiels du politique dans toutes les civilisations. Alors on continue. Mais c'est pas un terme simplement négatif. Non, il y a un aspect peut-être pas positif, mais en tout cas, la ruse peut susciter l'admiration. D'intelligence. Et d'adaptation. D'adaptation au contexte. Dieu le plus rusé parmi les rusés. Voilà ce que dit le Coran. Ça consiste à s'adapter à toutes les circonstances, c'est l'intelligence du caméléon, en fait. Ouais. Donc on a raison de commencer par le mot ruse, puisqu'il y a déjà l'intervention de Dieu. Une des ruses des dieux très amusantes qu'on retrouve chez les mystiques de l'islam. Pourquoi les mystiques de l'islam appellent à ce que tout musulman ait à connaître toutes les formes de religion? Parce qu'il est dit que une des béatitudes qu'auraient les élus dans le paradis, c'est la vision de Dieu. Et Dieu peut se présenter aux musulmans sous une forme autre que celle à laquelle il est habitué en tant que musulman. Et s'il rate ce rendez-vous, c'est terrible. Ça, ce serait un acte de tolérance, mais qu'on ne trouve pas forcément. À la fois découvrir et connaître la religion des autres. C'est ainsi ou le Dieu des autres, dans le meilleur des cas. Si, par exemple, ça a été profondément pensé dans la tradition des mystiques et spirituels. Esther Benbassa. Oui, l'islam, lorsqu'il conquérait des pays, il s'adaptait à toutes les religions qui étaient sur place. La dîma est une des représentations de cette adaptation. Ils ont donné la protection à tous les peuples du livre, au Ahl al-Kitab, et on voit très bien qu'ils connaissaient une partie, tout au moins, de ces religions, puisque quand on lit le texte, on voit très bien comment ces textes de protection s'ouvrent sur la vie civile, familiale de ces religions. Ils les connaissaient, et surtout, il y avait une raison pratique. Mais autre chose dans le Coran, qui est le Coran
comme le livre qui clôt les révélations, qui est l'achèvement de la tradition judéo-chrétienne aussi. Cet aspect qui se veut ainsi, cet aspect juive et chrétienne, cet aspect n'est pas absent du Coran. Donc, comme terminaison du cycle des révélations. Alors, Ali Amir Mouezi, vous voyez, on peut partir d'un seul mot et parler pendant 1h15, au moins. On va en prendre d'autres, on va prendre quelques exemples classiques qui font couler à la fois de l'encre et du sang. Le djihad, il apparaît 41 fois. Dans des sens différents en plus. Oui. Vous savez, on peut interpréter... Laissez-le. Pardon. C'est très significatif. Vous ajouterez 1 ou 2 mots dans le dictionnaire la prochaine fois. Vous savez, c'est très significatif aussi malheureusement de l'image négative que prend l'islam de plus en plus dans nos sociétés. J'ai eu déjà plusieurs interventions pour présenter ce livre et c'est toujours la première question qu'on me pose. Moi, c'est la deuxième. Pourquoi il n'y a pas une entrée djihad? Effectivement, il n'y a pas. Ce que vous dites là, vous vous basez sur l'index, n'est-ce pas? Il y a effectivement une quarantaine d'occurrences. Il y a un article guerre et paix, n'est-ce pas, où on parle de djihad. Mais l'article djihad en tant que tel n'y apparaît pas parce que djihad en tant que signifiant la guerre sainte n'est pas central dans le Coran. C'est pour la simple raison. On en parle bien sûr dans l'article violence et non-violence, dans l'article guerre et paix, mais djihad dans le sens de guerre sainte n'apparaît que 2 ou 3 fois dans la phase tardive de la révélation coranique, mais sinon dans le reste des cas, il a le sens d'effort sur le chemin de Dieu, d'effort religieux ou spirituel. Mais vous avez raison, c'est quand même une notion importante. On en parle. C'est la perception. On dit Coran, on dit djihad. Oui. Dans l'Occident ou parmi nous. Voile. Alors là aussi, c'est la. Mais là, il y a quelques pages. Des simplifications habituelles. Oui. Vous savez, bon, je ne veux pas être le seul. Ce livre, disons, s'adresse à un public occidental cultivé et veut éviter, je pense, les simplifications. 2 écueils, c'est-à-dire il y a 2 approches actuellement du Coran. Il y a une approche, je dirais, un peu impressionniste, basée sur une sorte d'empathie, n'est-ce pas, qui fait du Coran une sorte de livre poétique, n'est-ce pas, de bout en bout, rempli de lumière et de compassion. C'est ça et c'est pas seulement ça. Oui. Mais à l'autre extrême, il y a une lecture extrêmement agressive, une approche qui est une sorte de diatribe, n'est-ce pas, qui reconnaît dans le Coran une sorte de manuel de conquête et de guerre sainte, n'est-ce pas, et d'intolérance. Mais est-ce que c'est pas comme ça qu'il est lu dans certains pays? Vous avez parlé du Pakistan, de l'Indonésie, du Nigeria. Par certains, dans certains pays, de fait, parce que le Pakistan, excusez-moi de vous interrompre, est quand même un des lieux aussi qui a produit de très grands théologiens, et des théologiens qui ne sont pas tous des inspirateurs des talibans. Donc je crois qu'il est plus pertinent, me semble-t-il, de parler de courant de pensée plutôt que de pays. Enfin, même si tel courant de pensée, dans tel pays, est un jour, à un moment historique donné, majoritaire. C'est pour ça que je voudrais revenir, moi, sur ce que vous disiez, Esther, effectivement, de l'accueil, disons, des minorités religieuses dans les pays d'islam. Là aussi, en tant qu'historienne, je voudrais rechronologiser un petit peu aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes fastes où effectivement, tout ça fonctionnait à peu près, et puis des périodes comme la période des Almohades, par exemple, des Almoravides, des Almohades surtout, en Afrique du Nord, qui était quel siècle tout de même 12e, 13e, où disons que la cohabitation n'était pas franchement harmonieuse. C'est la fin des chrétiens, par exemple. Oui, au Maghreb, c'est les dernières communautés chrétiennes. On continue. Il y a presque 20 pages sur la charia. Oui. 500 versets sur combien? 6300, vous dites. Comment vous le traduisez? Comment vous le commentez aujourd'hui? Toujours pour ce public qui peut-être simplifie. Qui simplifie. Je crois que l'article charia est effectivement extrêmement important à cause de la place, je dirais, du juridique dans l'islam, comme c'est le cas également dans le judaïsme. Mais c'est également, encore une fois, une mise en perspective, c'est-à-dire une vision historique des choses. Et en lisant l'article, vous vous rendez compte que ce qu'on appelle la loi canonique islamique doit, dans sa genèse et dans son développement, doit beaucoup moins au texte coranique que, par exemple, au droit romain ou au droit sassanide de l'Iran pré-islamique. C'est-à-dire que les premiers juristes de l'islam, effectivement, il y a peu de choses dans le Coran, devaient avoir recours à d'autres corpus pour mettre en place... Et aujourd'hui, comment on le lit?
Voyons toujours comment c'est né, comment ça a été pratiqué, comment c'est vécu, et aujourd'hui comment c'est ressenti et perçu. La charia. Cela dépend, bien sûr. Cela dépend des milieux, encore des courants de pensée, n'est-ce pas? D'une manière générale, je pense, il y a bien sûr des courants fondamentalistes qui n'ont aucune sorte de vision historique des choses et donc ne contextualisent pas les données, mais il y a d'autres qui essaient d'adapter, n'est-ce pas, les données juridiques de l'islam à la modernité. Oui, alors c'est bien de rappeler ce qui est déformé, mais une des vertus de ces dictionnaires est aussi d'apprendre au lecteur à voir ce qui n'est pas facile à voir immédiatement. Alors là, je pense à deux articles très, très beaux et très différents. L'un sur la mort dans le Coran, non-appartenance à l'homme, une description extrêmement intéressante de ce que peut signifier la mort dans ce livre et dans la religion musulmane. Et puis un autre article d'une toute autre tonalité sur les montagnes. La présence de la montagne dans le Coran. La montagne ancre, ce dans quoi la religion s'enracine, et la montagne borne. Ce sont deux manières à la fois existentielles et imaginaires de faire vivre ce texte. Le Coran, évidemment, une œuvre comme celle-là va dans le sens en implicite. Comment nous avons à l'approcher comme objet historique. Et dès qu'on l'approche comme objet historique, entre la question de ce qui est actualisable et ce qui est caduque. Et c'est là où on a une vision tout autre que ceux qui mythifient la charia, qui mythifient la loi religieuse et qui sont très présents aujourd'hui, le fameux mot d'ordre, le Coran est notre religion, est notre droit, est notre loi, est notre constitution. Monique, vous voulez ajouter? Mais parfois vous êtes obligé de parler de ce qu'il n'y a pas dans le Coran et ce que les gens croient qu'il y a. Par exemple, l'adultère, vous faites un très bel article sur l'adultère et puis vers la fin de l'article vous dites il n'est point question de lapidation dans le Coran. Alors, c'est un verset qui a appartenu à un moment au Coran et puis on a décidé de l'écarter. Monsieur le maître du dictionnaire, Monsieur Moïsi. Effectivement, l'adultère est un bon exemple parce que... l'adultère est un bon exemple. C'est dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Alors, comme vient de le dire Monsieur Meddeb, selon la tradition, le fameux verset concernant la lapidation faisait partie du Coran et ensuite il a été abrogé, selon certaines versions, il a été oublié par le prophète, n'est-ce pas? Mais on retrouve cette tradition dans l'autre source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire les traditions prophétiques. Mais effectivement, il n'y a rien sur l'adultère et surtout sur la lapidation, et il y a toute une évolution historique, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'abord il faut le dire, il s'agit d'une loi mosaïque qu'a hérité l'islam. Ensuite il y a eu une évolution, à un moment donné on a dit oui ça fait partie du Coran, ensuite on a dit non, ensuite on a dit il faut lapider l'homme et la femme, et ensuite il dit non, seule la femme, n'est-ce pas? Et ceci montre effectivement qu'à un moment donné il y avait une confusion entre, je dirais, ce qui était perçu comme parole de Dieu et ce qui était perçu comme parole de Mahomet. La femme, alors, la femme, Sophie Bessis, au nom du Coran. Sophie Bessis. Non, moi je ne parle pas de la femme dans l'islam et de la femme dans le Coran dans mon bouquin, parce que justement je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les Arabes ne constituent que 15% des musulmans, et que moi j'ai travaillé sur le monde arabe et pas sur le monde musulman. Ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que dans le contexte de simplification, on me dit ah mais vous avez parlé bien sûr des femmes au Pakistan ou en Indonésie. Absolument pas. J'ai parlé des femmes dans le monde arabe. Il suffit de lire. Voilà, parce que comme toujours. Il y a bien entendu le paramètre religieux est absolument fondamental pour comprendre la condition des femmes dans les pays arabes, parce qu'il n'y a pas une condition de la femme, d'abord, entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite. C'est pas du tout la même chose. Donc il y a un paramètre religieux très important, mais pas seulement. Il y a le paramètre politique, il y a le paramètre social, il y a la coutume, il y a les évolutions. Donc c'est un peu tout cela que j'ai voulu, dont j'ai voulu parler, en prenant les femmes comme grille de lecture de l'évolution des sociétés. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Avec Monique, tout à l'heure, vous parliez des montagnes. C'est vrai que c'est un texte avec... on voit une grande poésie dans le texte, par exemple, aussi sur la pluie. En fait, les pluies diluviennes, de glace, de pierre et de feu. J'ai noté deux termes, puis on va prolonger. La crucifixion. Vous dites que le Coran nie
l'article que Jésus soit mort sur la croix. Ça reste un élément de querelle meurtrière entre les chrétiens et l'islam. Non, il y a d'autres sujets de controverse. Non, mais la crucifixion. Oui. C'est dans le Coran ? Non, le Coran n'accepte pas la crucifixion de Christ, comme d'ailleurs un certain nombre de courants judéo-chrétiens des premiers siècles du christianisme qui n'acceptaient pas la crucifixion du corps du Christ. Mais effectivement, selon le Coran, il y a eu une sorte de sosie donc qui a été crucifié et Jésus a été enlevé au ciel. Mais ça reprend des idées chrétiennes, hein, c'est-à-dire insistance plus sur l'ange dans le christianisme, et c'est ce qu'on appelle dans le christianisme même le docétisme. Oui, l'idée que c'est apparu, ils ne l'ont pas crucifié, mais ils ne l'ont pas tué non plus d'ailleurs. C'est apparu ainsi. Mais alors ce qui est extraordinaire dans le dictionnaire, c'est quand on lit un article, on ne peut pas s'empêcher de lire les articles d'avant. Ouais, il n'y a aucun rapport conceptuel, mais ça ne fait rien. On tombe sur l'article cri, juste avant l'article crucifixion, qui est un article très bref, mais extraordinaire. Le cri, hein, c'est le cri de Dieu, le cri unique qui saisit les pécheurs. Et suite un développement extrêmement beau sur ce thème de cri de Dieu. Et la balance, les actes d'un défunt sont pesés, mais pas le défunt. Ne fraudez pas la balance, malheur aux fraudeurs. C'est pas mal. Ça peut être actuel et c'est de tous les pays. Il y a des mystères. Par exemple, sur le tabou du porc, Anne-Marie Moreau et Céline Mévélec ont été frappés de ce que vous dites. Pourquoi interdire un animal que les musulmans de l'époque de Mahomet n'ont jamais vu et n'ont jamais goûté ? Comment ça se fait ? Effectivement, là aussi, ça fait partie des héritages, n'est-ce pas, du judaïsme et d'autres cultures. Et effectivement, le Coran parle de cette manière-là. Ça pose également l'histoire de la rédaction du Coran, hein, qui s'est peut-être étalée dans le temps. Et donc, ce sont... là aussi, c'est et les rédacteurs, il y a des rédacteurs. Il y a, selon les études historiques et philologiques menées par surtout les savants occidentaux depuis un siècle et demi, il y a une progression, il y a un vrai travail rédactionnel et selon certains, c'est un travail collectif. Et alors, une autre collaboratrice, Françoise Ballantier, elle est surprise que l'insulte suprême en islam soit le singe. Pourquoi le pauvre singe ? Je ne pense pas que ça soit l'insulte suprême, mais effectivement... C'est une grande insulte. Oui, c'est notre cousin ou notre... Non ? Bon. Le chien n'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu du tout. Alors, je voudrais intervenir à propos dans les questions que vous posez. C'est intéressant lorsqu'on les met dans le contexte aussi. Dans notre livre, comme on a traité d'une manière comparative des religions, et on voit très bien, comme Amir Moadzi l'a dit, on a quand même des continuités. Vous parlez de la charia. Dans le judaïsme, c'est la halakha c'est la loi qui joue un rôle très important. Pour le porc, dans notre livre, on montre, par exemple, tous ces éléments qui ont une suite dans les religions. Idem pour les prophètes, par exemple. Mais on voit que ces religions, en même temps, se sont adaptées aussi dans d'autres pays. Par exemple, le christianisme avec le syncrétisme en Amérique latine. On voit ça dans le christianisme. L'islam s'est adapté aussi. L'islam de Turquie, ce n'est pas l'islam du Mali. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour tempérer nos préjugés, on a besoin aussi un peu de regarder les religions ensemble, d'une manière comparative, et voir quelles ont été leurs évolutions. C'est un peu ce qu'on a voulu faire dans ce livre. Pour comprendre et déchiffrer nos propres cultures, il faudrait avoir une formation ou une culture de toutes les religions. Pas une formation, il suffit d'être curieux et de combattre l'ignorance, de s'ouvrir un peu pour les autres. Notre livre, nous avons voulu, c'est Jean-Christophe Attias avec lequel vous travaillez beaucoup. C'est une équipe de 28 autres personnes. Voilà, très bien. Voilà. Abdelwahab Medeb, vous aviez publié au Seuil Contre-Prêche, nous en avions parlé ici en janvier. Vous allez publier, je crois que ça s'appelle au Seuil toujours, Sortir de la malédiction, l'islam entre civilisation et barbarie. Vous disiez dans celui-ci, l'islamisme est la maladie de l'islam. En 5 ans, ça s'est aggravé ou on va vers une thérapie de cette maladie? Sortir de la malédiction se veut le livre de la guérison. J'ai commencé ce cycle par la maladie de l'islam. J'ai failli l'appeler le livre de la guérison, mais par respect pour Avicenne, j'ai laissé la chose puisque c'est un des titres d'Avicenne. Mais je commence le tout premier chapitre, le chapitre d'ouverture,
qui est pour moi le préalable de cette guérison, je l'ai intitulé « Briser le tabou coranique ». Qu'est-ce que ça veut dire briser le tabou coranique? Ça veut dire que l'approche de ce dictionnaire parvienne au sens commun islamique. Une approche historicisante et une approche qui reprendrait en compte des interprétations qu'a connues. Par exemple, la question, ce que vient de dire Monsieur Moïsi sur le fait que c'est une écriture collective, que c'est un processus historique, ça paraît insensé pour un musulman. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tradition elle-même nous rapporte des faits de ce type-là. Les historiens occidentaux ont travaillé à partir d'un matériau traditionnel occulté par la mémoire islamique. C'est tout cela, c'est ce chantier du Coran qui doit être remis, et ça me paraît essentiel. Est-ce que ça veut dire, parce que moi j'essaie toujours de traduire, hein, pour ça moi, veut dire, qui ne comprend pas dire, toujours, mais et pour d'autres, oui. Que le dictionnaire du Coran, le travail de Mohamed Ali Amir Moïsi, est déjà un premier acte, parce que c'est scientifique, de lecture objective, impartiale, détachée, scientifique du Coran. Comme tout ce qui s'écrit. Et c'est un début de réforme. Comme tout ce qui s'écrit en langue française et dans de multiples autres langues. La langue anglaise, il y a un très grand nombre de musulmans qui ont accès à la langue française. Ça me paraît, outre les traductions possibles, ça participe évidemment à ce mouvement de modernisation et de réforme. Comment la science puisse déposer son musulman. Est-ce qu'on peut les entendre aujourd'hui? Mais attendez, pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Vous disiez à des réformateurs. Il y a eu dès le 19e siècle, ce sont eux dont apparemment on a besoin aujourd'hui. On a besoin toujours des réformateurs partout. D'abord qu'il y ait une réponse. Vous avez fini votre réponse? Oui, j'ai dit. Alors, Monique. Mais alors, moi, j'ai une nouvelle question. C'est que ce mouvement d'exégèse et de critique des textes sacrés a eu lieu dans les grandes religions, en tout cas du livre, a eu lieu dans le judaïsme, et non sans difficulté. Mais enfin, c'est une affaire quand même assez ancienne. Et aujourd'hui, c'est passé dans l'intelligence commune du texte. Ça a eu lieu dans le christianisme, et là aussi, ça a été un véritable combat. D'une certaine manière, intellectuellement, ça a déjà eu lieu dans l'islam. Ce dictionnaire est évidemment extrêmement important, mais on ne peut pas dire qu'il inaugure la tradition critique de la lecture du Coran. Il n'est pas parvenu. Alors, expliquez-moi maintenant pourquoi l'intelligence critique qui est passée dans l'intelligence commune pour les deux autres religions, ce même phénomène ne peut pas, a des difficultés dans le monde musulman. C'est le retard de l'islam. La tâche est celle-là. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que les choses qui ne sont plus du tout en correspondance avec notre temps existent dans le Coran, très exactement comme dans la Bible. Dans la Bible, ils sont neutralisés par l'évolution, à part quelques fous, évidemment, qui continuent d'appeler comme dans toutes les religions, mais ils sont tellement minoritaires qu'ils ne comptent pas. Mais est-ce que vous banalisez pas les fous et les fanatiques, là, en ce moment? Là, vous quoi banaliser? Ils existent, mais ils ne sont pas les uniques acteurs. C'est aussi, on a une tendance. Il est de notre devoir d'éclairer, et c'est là où les États sont défaillants. Pourquoi est-ce d'utiliser les États sont défaillants. Mais pourquoi est-ce difficile dans le monde musulman? Parce que moi, je crois que... Attendez, elle pose une question. Qui lui répond? Peut-être M. Moïsi. Mais utiliser l'arme dont parlait tout à l'heure vous deux, à la fois M. Moïsi et M. Medeb, la ruse. C'est dans le Coran. Utiliser la ruse à l'égard ou à l'encontre des intégristes. Monsieur Moïsi. D'abord une précision, effectivement, comme vient de le dire Mme Canto, je ne suis absolument pas le premier à avoir fait ce travail critique, loin de là. C'est peut-être une des premières, disons, tentatives de synthèse et de la tentative de rendre accessibles les travaux savants, n'est-ce pas, qui existent. Enfin, cette approche critique des textes sacrés de l'islam date d'il y a un siècle et demi, et ça a commencé en Allemagne, et puis ça a continué. Mais ce n'était pas un reproche de la part de Monique Canto, c'était un encouragement. Non, mais pour répondre à la question plus fondamentale de Mme Canto, c'est qu'effectivement, la vision historico-critique des textes saints du judaïsme et du christianisme est le fruit d'une histoire qui est occidentale, qui s'enracine dans la Renaissance, dans le siècle des Lumières, dans les droits de l'homme, dans la séparation de l'Église et de l'État. Cette histoire-là n'est pas l'histoire de l'islam, effectivement. L'islam n'a pas connu cette histoire-là. Mais l'islam et les intellectuels musulmans peuvent utiliser et profiter
je dirais, du fleuron et sur le plan intellectuel de cette évolution-là, c'est-à-dire justement une vision critique, historique et distanciée de leur propre culture, qui n'est pas du tout un danger pour la foi. Dominique Baudis. Moi, ce que je retiens de ce débat, de cet échange de points de vue, c'est la diversité. C'est un des mots-clés de ce que vous avez dit dans votre première intervention. Le monde arabe, on a tendance à le voir sur la rive nord de la Méditerranée comme une sorte de bloc monolithique. C'est une diversité. Je le disais tout à l'heure, les Arabes ne sont pas tous des musulmans. Parmi ceux qui sont musulmans, certains sont sunnites, d'autres chiites, d'autres alaouites ou ibadites. Ceux qui ne sont pas musulmans et qui sont chrétiens sont parfois catholiques, souvent orthodoxes, parfois maronites. Donc il y a une très grande diversité et ce que le monde arabe perçoit parfois comme une faiblesse est en réalité une force et une richesse. C'est d'ailleurs par exemple la sauvegarde de cette diversité qui se joue en ce moment au Liban. Si on regarde par le petit bout de la lorgnette, on est dans un jeu d'ambition personnelle, de pression internationale. Fraction. Mais le véritable enjeu de ce qui se joue en ce moment au Liban, c'est la sauvegarde de la diversité. Et cette diversité qui peut être un exemple. D'accord, à condition, Dominique Baudis, que certains États acceptent le débat, le pluralisme et la diversité chez eux. Ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, non, mais bien souvent, il faut le reconnaître. La tentation des États, considérant que cette diversité est un facteur d'affaiblissement, c'est de tenter de l'éradiquer. Et je crois que une des grandes richesses du monde arabe, c'est cette diversité religieuse, culturelle, géographique. Il est évident que un Marocain et un Omanais n'ont pas forcément la même vision du monde, parce que d'abord ils regardent vers des horizons différents. Et puis il y a ceux qui font des efforts de compréhension et d'évolution, et d'autres non. Par exemple, il y a des pays qui se trouvent dans une situation de très grande prospérité, et plus que ça, et d'autres dans une situation de dénuement absolu. Donc il y a des diversités culturelles, religieuses, économiques, sociales, de toute nature, qui forment une réalité infiniment complexe. C'est pour ça que l'erreur, c'est de voir le monde arabe comme une sorte de bloc monolithique et identitaire, alors que c'est une diversité et qu'il faut le prendre en compte en intégrant cette dimension. Et comme dit Dominique Baudis, Monsieur Medeb, il y a les efforts de certains pays, chacun à son rythme et à sa place. Je pense par exemple à votre Tunisie, je pense peut-être à l'Algérie, et puis au Maroc, où Mohamed VI, qui est le commandeur des croyants, essaie de réformer, de moderniser le pays, comme on est en train de le voir. Je sais qu'il suit, je le dis au passage, les émissions de Bibliothèque Médicis, alors tant mieux, si on a des critiques à lui faire ou au contraire à l'encourager, on le fait là. Hein. C'est souvent l'islam officiel qui est défaillant et c'est lui qui doit jouer un rôle, essentiellement un rôle pédagogique, par les médias qu'il contrôle, comme par l'enseignement et l'éducation. Ce dictionnaire du Coran est très important parce que d'une part, il lève la méconnaissance qu'ont les Occidentaux sur l'islam, mais il appelle à un travail de la levée de l'oubli pour les musulmans eux-mêmes. Le chantier Coran est un chantier qui a été raconté par la tradition islamique elle-même pendant ces 4 premiers siècles. Et tout cela a été totalement oublié. Un autre exemple d'oubli immensément grave, même si cela a constitué un débat à l'intérieur même de la théologie musulmane, l'entrée israéliyette, c'est-à-dire israéliyette, c'est-à-dire tout le corpus qui éclaire biblique, et pas seulement biblique, de littérature parabiblique, de littérature rabbinique, on appelle ça donc israéliyette, c'est-à-dire ce qu'avait écrit Béni Israël, les Juifs, c'est ainsi qu'ils sont nommés dans le Coran. Tout ce corpus devient nécessaire pour éclairer les passages obscurs, lapidaires ou très rapides du Coran. Voilà une tradition qui a été totalement oubliée. Et là, ce dictionnaire nous le rappelle. Et on n'a pas répondu à la question de Monique Cantos-Sperber. Il y a des raisons historiques quand même à cela. On oublie que, par exemple, le judaïsme, les Juifs n'avaient pas d'État, donc au XIXe siècle, ils sont confrontés à la modernité et pour acquérir la citoyenneté, ils sont obligés de s'adapter. Donc, on réforme le judaïsme, on l'adapte. Tandis qu'en terre d'islam, il y a un autre problème qu'on oublie. Les musulmans ont été
la plus grande partie de l'histoire chez eux. Ils ne sont pas confrontés à l'Occident directement. C'est un phénomène, l'immigration est un phénomène moderne, mais surtout on oublie la colonisation. Le passage de la décolonisation à l'État-nation s'est fait d'une certaine façon plutôt assez brutale. Il n'y a pas eu le temps de réformer le côté religieux. En Turquie, ça a été une imposition à partir de 1923, des lois modernes, supprimer le fès, supprimer telle chose, etc. Mais ça a été quelque chose d'assez brutal. Donc il y a des raisons historiques, il n'y a pas une raison, les musulmans sont toujours en retard, ils ne peuvent pas faire autre chose, mais c'est aussi, je sais pas à vous que je dis, enfin je voudrais répondre à cette question qu'on retrouve aussi quand... On confronte quand même un dogme très 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 redoutable. C'est-à-dire, je suis pas théologienne, oui, mais si on croit au dogme que le Coran est la parole même de Dieu, on ne peut plus rien faire. La réponse de M. Amir Mouezi était parfaitement claire, elle allait au cœur du sujet. Dans les pays, enfin, le judaïsme sans nation ou les pays de religion chrétienne, la tradition critique a été en phase avec des évolutions politiques, des évolutions sociales qui ont permis, en quelque sorte, aux produits de la tradition critique d'entrer dans la population, d'entrer dans l'esprit de la population. Ça s'est pas fait comme ça en terre d'islam. Encore que, vous parlez de la décolonisation, les décolonisations, les premières années ont été quand même des moments de modernité pour les pays. Bon, mais d'une modernisation qui n'était pas en profondeur, qui était en surface et qui pouvait laisser redouter, en effet, le retour d'un certain archaïsme. Mais cette coïncidence entre mouvement critique et évolution politique qui s'est fait progressivement dans les pays occidentaux est évidemment très important. Sophie Bessis. Moi, je voudrais quand même, je pense que le problème, et je parlerai du monde arabe une fois encore, et pas du monde musulman, parce que c'est quelque chose de trop large pour voir où sont les éléments de modernisation, de modernité, de pensée. Il y a eu à plusieurs périodes historiques dans le monde arabe, et pour prendre la période moderne et contemporaine, dans la seconde moitié du 19e siècle, au début du XXe siècle, et effectivement dans une partie des mouvements de décolonisation, des ferments de réformisme. Et quand on regarde l'histoire des femmes, c'est extrêmement, disons que c'est un paramètre extrêmement intéressant. Quel est le problème? Quelle est la question? C'est que depuis le Xe siècle, depuis les Mu'tazilites, si on veut revenir très très loin, eh bien, il n'y a pas d'effet cumulatif de cette pensée réformiste. Et c'est ça, je crois, peut-être, je ne suis pas une essentialiste, je ne pense pas qu'on puisse parler de spécifique. C'est quoi une essentialiste? C'est quoi la période dont vous parlez? Alors, on ne vit pas dans un vase clos, on s'adresse comme ici, avec les fenêtres ouvertes vers le monde. Bon, alors quand je parle d'essentialisme... Je m'excuse d'avoir à me battre pour donner des clés. Quand je parle d'essentialisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence du monde musulman, il y a des situations, il y a des régions, il y a des histoires. Et justement, ce qu'il faut déplorer ici, peut-être nous sommes un petit peu là pour déconstruire cela, c'est qu'il n'y a pas l'islam fait ceci ou fait cela. Il y a des musulmans d'abord qui font ceci ou font cela et qui interprètent. Mais je crois que vraiment la question pourquoi, alors qu'effectivement en Europe, pour ne pas parler du judaïsme et du christianisme, mais de l'Europe, il y a eu cet effet cumulatif qui fait que chaque penseur d'une école, d'un courant, a suivi l'autre, disons, s'est approprié la pensée de son prédécesseur. Eh bien là, presque, je dirais, tous les moments modernistes dans le monde arabe, eh bien, ont devant eux une page blanche pour penser à la modernité du monde arabe. Et à quel moment le monde arabe dans l'histoire a-t-il décroché alors ? Écoutez, c'est très difficile de dire à quel moment a-t-il décroché, parce que d'abord les interprétations de ce décrochement sont très très différentes, très contradictoires. Il y a des rivalités, il y a des questions. On situe la décadence au XIIIe siècle, mais chaque fois on découvre un auteur impressionnant qui est du XVe, un autre impressionnant qui est du XVIIe. Mais comme elle dit, c'est pas cumulatif. Voilà, un autre impressionnant qui est du XIXe. Voilà. Moi, je crois que, disons que on peut, plutôt que de parler d'enfermement et de décadence, je dirais quand a lieu, à partir de quand a lieu le réveil. C'est peut-être plus intéressant, le réveil. Et je crois qu'il y a un tournant des années 1830-1840 qui est extrêmement important en Égypte, en Tunisie, évidemment en Turquie avec les Tanzimat, etc., avec des lois modernistes. Voilà, bien plus tard, le kémalisme. C'est un résultat d'autre chose, me semble-t-il. Et là, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Esther Benbassa. Les mouvements réformateurs et modernistes, et c'est très intéressant, commencent avant
la période coloniale. La période coloniale, c'est un moment de blocage, d'arrêt. C'est-à-dire que... Et la réforme ne s'est pas dressée contre parce qu'à ce moment-là, la on colonisation. revient, au fond, certains pays, pas tous, reviennent aux fondamentaux identitaires. Et un des fondamentaux identitaires, c'est évidemment le religieux. Le cas algérien est absolument emblématique de ça, parce que la nation algérienne... Vous savez que c'est un sujet de débat. Y avait-il ou y avait-il pas de nation algérienne avant la colonisation? Bon, la plupart des historiens penchent pour la négative. Il n'y avait pas une vraie nation algérienne. Mais alors là, effectivement, le fondement identitaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'islam. Et le mouvement nationaliste algérien, à part des marges réformistes, modernistes, etc., il ne faut pas se faire d'illusions. Madame Bessis, on en est où? La façon régression générale, est spectaculaire. Hein, il y a des phénomènes de régression. spectaculaire. Moi, je dirais que, si vous voulez, et ce qui me paraît très intéressant, et moi, je pense évidemment, comme dirait l'autre, c'est mon opinion et je la partage, que Ça, je le vois. qu'il faut je analyser les choses de la façon suivante. Il y a une modernisation incontestable dans le monde arabe. Le monde arabe est moderne aujourd'hui, il n'est pas traditionnel, mais il y a une modernisation sans modernité. Oui, mais... Il y a une modernisation sans modernité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait... C'est vrai que oui, j'allais dire Internet, le portable, les télévisions par satellite. Il y a aussi l'école, il y a aussi la santé. Mais qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Voilà, c'est ça le Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Là, vous avez la peut-être la technique, les mathématiques et la technique dans la tradition. On a besoin de diffuser œuvres pie. L'Institut du monde arabe peut peut-être inonder les pays arabes de ce dictionnaire du Coran. Pour prolonger ce qui vient d'être flatté, mais je veux vous entendre. Ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, le versant technologique de la modernité est là dans le monde musulman, mais cela aussi, bon, je ne suis pas aussi pessimiste que cela, c'est-à-dire que le versant intellectuel, effectivement, donc pour moi, le fleuron est justement une vision critique des choses, une approche critique et distanciée des choses, c'est ça qui manque sur le plan intellectuel. Mais là aussi, on l'a dit, à cause de l'actualité, on croit que les intégristes ou les fondamentalistes sont les seuls acteurs du monde musulman. Ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Il y a quand même un mouvement qui est encore faible, mais qui existe, d'intellectuels, et même parmi les religieux eux-mêmes, n'est-ce pas, qui commencent à avoir cette vision. Dans quel pays, par exemple? Dans des pays arabes, la Turquie, l'Iran, dans le subcontinent indien, et ils écrivent, et le débat d'idées est vous voyez, Dominique Baudis, ici, ce que vous pouvez faire de Lima, un lieu de débat, de rencontre, de gens qui pourraient venir de ces pays-là. C'est déjà le cas. Et nous, on va le développer. Ici, chaque jeudi, vous avez des débats sur les questions qui peuvent tenir à l'histoire, au présent, à l'avenir, qui ne sont pas des conférences ex-cathédra qui mettent en présence plusieurs personnalités, journalistes, historiens, écrivains, artistes, philosophes, qui débattent de manière contradictoire, qui répondent à la salle. Et je pense que le lieu où on parle le plus librement des questions du monde arabe, c'est à l'Institut du monde arabe. À condition d'avoir l'autorisation de sortir de son pays quand on est réformateur. Oh oui. Et depuis, je voudrais ajouter aussi quelque chose. On oublie, on va vous parler du dogme. Vous savez, toutes les religions ont des dogmes. Hein. On ne va pas quand même entrer dans ces détails. Pourquoi un dogme devient très important à un moment et pourquoi à un autre moment il est relâché. Vous savez bien que la littérature de source arabe a eu une période épicurienne quand même, avec on chantait les beaux garçons, les fleurs, les jolies filles langoureuses, le vin. Mais le problème n'est pas là. Aujourd'hui quand même, n'oublions pas qu'on est à une phase de repli et comme Sophie avait parlé du fondamental identitaire, aujourd'hui, dans le repli, on revient à la religion. Et la religion joue un rôle très important. Ce n'est pas seulement dans l'islam. Ou son instrumentalisation. Elle le montre bien. Et qui paye, en général, le repli? Les femmes. Non? Effectivement, parce que dans toutes les sociétés, je crois, et c'est un problème, elles sont chargées de porter le signe identitaire. Alors quand il y a effectivement une recrudescence de l'identité, définissons, je crois, l'identité, puisque vous demandiez des clarifications. Je crois qu'il faut comprendre que l'identité, c'est une construction politique. Il n'y a pas d'identité naturelle. C'est une construction politique, c'est une construction... Aujourd'hui, l'identité que se donnent les fondamentalistes arabes, par exemple, les modernistes arabes, c'est pas la même.
Donc il y a des identités en rivalité, il y a des identités en compétition. Mais dans une période, disons, où la réaction est importante par rapport et les fondamentalistes, je crois, ce qu'on appelle l'islam politique, ce sont pas des conservateurs, ce sont des réactionnaires. Et c'est en cela que je disais que le monde arabe est un monde. Mais c'est moderne. toujours la femme qui en subit les conséquences. Vous le montrez bien. Bien sûr, les situations, Sophie Bessis, ne sont pas comparables. On le voit bien entre la Tunisienne qui accède à toutes les responsabilités et depuis Bourguiba, et on dit merci à Bourguiba, à la Marocaine qui arrive peu à peu à des responsabilités, ou à la Saoudienne qui n'a pas le droit de conduire. Et puis j'ai vu que la femme qui vote mais qui met de plus en plus le hijab ou le voile, et une étudiante d'Abu Dhabi qui peut maintenant prendre un taxi conduit par une femme, c'est depuis quelques jours. Conduit par une femme. Bon, il y a des diversités là aussi, mais en général, ce sont les femmes qui paient. Est-ce qu'on peut être une femme libre dans un univers arabe? Moi, j'élargirais la question. Peut-on être une femme libre dans des systèmes politiques et sociétaux où il n'y a pas de séparation du politique et du religieux? Allons plus loin que le monde arabe. Je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les religions, en général, prenons les monothéistes, puisqu'on est dans l'ère méditerranéenne, et l'islam, parce qu'il n'y a pas eu cette modernisation du dogme, eh bien, toutes les religions, évidemment, impose une norme, et une norme qui est peut-être démultipliée quand il s'agit des femmes. Alors même si le corps des femmes, vous dites. Comment? Vous dites le corps des femmes qui paye, qui devient un enjeu public. Alors, qu'est-ce qui se passe, disons? C'est que, si loin qu'on puisse aller dans une lecture libérale du texte religieux ou de la sunna, etc., eh bien, on n'arrivera jamais à l'égalité totale. On arrivera à l'égalité totale des sexes juridiquement et concrètement dans des sociétés où on aura clairement exclu le religieux de la sphère politique et sociale. En sortant de la logique de la charia, c'est certain. En sortant de la logique de la charia et du droit positif musulman, parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que là aussi on peut relativiser ce qu'est la charia. Rappelons que dans le sunnisme, il y a 4 écoles de droit positif qui s'inspirent toutes les 4 qui sont très différentes. Est-ce qu'à l'ère dont parlait tout à l'heure des serbe ambassades d'Internet, des portables, etc., c'est-à-dire de la mondialisation, a des effets positifs sur le sort de cette catégorie, les femmes à l'intérieur de ces sociétés fermées? Je dirais les deux. Pourquoi? Parce que l'islamisme, ce qu'on appelle l'islamisme, est également un produit de la globalisation. Parce que l'islamisme, disons, son origine... C'est un repli, un refermement sur soi. C'est-à-dire que son instrument est celui de la globalisation. Voilà. La manière avec laquelle il surfe admirablement sur le network. Non, mais je peux donner un exemple, si vous voulez. Prenons le wahhabisme, puisqu'on en parle, c'est-à-dire cette religion d'État saoudienne. Jusqu'à une époque relativement récente, eh bien, c'était quelque chose de totalement marginal dans le monde musulman. Les wahhabites, c'était des marginaux, disons. Et grâce à la conjonction de l'argent, du pétrole et de la globalisation, eh bien, c'est en train de devenir une norme majoritaire dans le monde musulman. Mais sans la globalisation, c'eût été impossible. Pour en revenir aux femmes, là, vous avez dit, confusion, non-séparation entre le public et le religieux, mais il y a aussi non-séparation entre le privé et le religieux. Parce que si le code de la famille, auquel est directement lié le statut de la femme dans les pays de tradition musulmane, est un tel enjeu, c'est précisément parce que le privé est étroitement lié au religieux. Ce qui est étonnant dans la situation de la femme, c'est qu'en effet, elle n'est pas très reluisante dans la plupart des pays. Encore une fois, les conditions sont différentes, mais que parallèlement, la tradition démographique s'est faite. C'est-à-dire, dans tous les pays musulmans, les femmes ont beaucoup moins d'enfants. Et jusqu'à présent, on avait observé des corrélations quasi automatiques entre la transition démographique, c'est-à-dire moins d'enfants par femme, et l'accès des femmes aux professions. Ce que nous disait l'autre jour dans la bibliothèque Médicis, Emmanuel Todd. Mais je crois que on a affaire à des évolutions qui ne sont pas tout à fait congruentes, comme ça s'est produit dans la plupart. Pas forcément. D'abord, quand je dis que la religion dans une information importante. Quand vous dites la religion dans le privé, mais c'est parce que le privé, disons, est légitimé par le politique et le religieux que ça a tellement d'importance. Les codes de la famille, ce sont des lois, il y a le poids simplement. Des traditions aussi, mais deuxièmement, je crois que ce que vous dites est extrêmement important, la baisse de la fécondité, je dirais là encore, dans une grande partie du monde arabe, et pas dans la totalité du monde musulman, mais dans une grande partie du monde arabe, au Maghreb par exemple, c'est tout à fait évident.
elle s'accompagne, cette baisse de la fécondité, elle est cause et conséquence d'un passage de la famille élargie plurigénérationnelle à la famille conjugale. Papa, maman, les enfants, en général 2 ou 3. Donc, même dans les pays où les codes de la famille sont extrêmement inégalitaires, sont iniques vis-à-vis des femmes, eh bien, il y a des évolutions quand même. Parce qu'il est évident qu'une femme qui a 10 enfants et une femme qui en a 2 ne peut pas vivre sa condition de la même façon. Donc, vous donnez les uns les autres raisons à Emmanuel Todd. Je crois que vous avez eu récemment un débat avec lui sur ce plan de la démographie, de la fécondité, des conséquences sur la normalisation à terme peut-être démocratique. Ça semble être une loi. Ça semble être une loi. Ça semble être une loi, donc c'est très important. Et c'est peut-être le signe que le contexte est bon pour justement la parole critique. Ça me paraît très important. Nous avons un rôle pédagogique majeur. Il ne faut pas lâcher, même si nous paraissons aujourd'hui archi-minoritaires peut-être. La parole critique n'a jamais émancipé la femme, excusez-moi, l'égalité des femmes. Ce qu'a remarqué, bon, c'est pas Todd qui l'a remarqué. Vous avez remarqué qu'il y a la parité ici. Hein, le lien entre fécondité réduite et modernisation. C'est un souci constant, madame. Oui, Monique. Le lien entre fécondité réduite et modernisation est un lien que très nombreuses personnes ont observé. Todd s'en sert pour formuler une prédiction déterministe. Donc, le monde musulman doit évoluer vers la modernité. Moi, au contraire, je m'en sers pour poser une question. Ce n'est pas aujourd'hui ce qui se passe et pourquoi. Donc, il ne s'agit pas du tout d'une confirmation des thèses d'Emmanuel Todd, au contraire. Non, mais je pense que là, vous demandez, tout à fait raison, c'est de poser des questions. Oui. Moi, il y a des contradictions. Et je crois qu'on peut simplement faire état d'extraordinaires contradictions. Il n'y a pas de linéarité dans l'évolution des sociétés. Aujourd'hui, il y a cela et cela qui est contradictoire, et j'irai même plus loin. Mais c'est ce qui est le plus difficile à comprendre. Il y a les deux aspects concomitamment. Ce qui est le plus difficile, c'est que non seulement il y a des contradictions sociales, mais il y a des contradictions à l'intérieur des individualités aujourd'hui. Il y a des déchirements individuels. Alors Monique, vous avez posé une question. Est-ce que vous avez un élément de réponse vous-même? Oui, tout à fait. D'abord, le refus de tout déterminisme en matière historique, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, je crois qu'en effet, on a là affaire à des phénomènes qui touchent aux passions, qui touchent aux comportements identitaires, aux revendications, aux protestations, aux émotions, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus complexe. Le monde musulman offre une sorte de laboratoire d'expérience, d'observation tout à fait extraordinaire que ce que nous a enseigné la civilisation occidentale qui, en dépit d'épisodes dramatiques, a quand même progressé de manière à peu près linéaire. Ali Amir Mouezi, est-ce que le Coran permet le droit au travail des femmes? Est-ce qu'il permet l'éducation des filles? L'éducation, Ah oui, l'éducation. Écoutez, l'éducation, je ne sais pas. Enfin, c'est-à-dire, si lui sait pas, alors. Oui, c'est peut-être une. Non, d'abord lui. C'est peut-être accordé au Coran des prérogatives un peu. C'est peut-être accordé au Coran des prérogatives un peu anachroniques. Hein. Ce n'est pas les préoccupations, du texte coranique. Mais ce qui est important, c'est effectivement peut-être une évolution intellectuelle qui est peu perçue ici, parce que comme je le disais, il y a des gens qui écrivent, mais qui n'écrivent pas dans les langues occidentales, qui écrivent dans les langues de l'islam, le turc, le persan, l'ourdou, l'arabe, etc. Mais il y a un mouvement, n'est-ce pas, de regard critique. Moi, je le définirais de cette manière-là, en ayant recours à sa propre tradition. Parce que, comme l'a dit M. Meddeb, c'est que les musulmans sont oublieux de leur passé qui est extrêmement divers, qui est extrêmement pluriel. Votre prochain livre va être majeur. Là, ce théologien du IIIe siècle de l'Hégire qui ouvre un chantier spectaculaire sur le Coran. Et qui s'appelle Enfin, c'est un théologien chiite, mais qui est témoin des discussions qui étaient sur le contenu du Coran. Il est écrit ? Il est sur le point, je ne sais même pas s'il est paru. C'est une édition d'un texte arabe du IXe siècle. Hein, c'est-à-dire, donc, qui est peut-être la plus vieille attestation que nous avons sur les discussions qui étaient sur le contenu du Coran. C'est-à-dire que ce qu'on connaît comme le Coran, ce qu'a dit M. Meddeb tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui paraît peut-être à certains comme un sacrilège dès qu'on parle de l'histoire de la rédaction du Coran, ce sont des choses qui existent dans la tradition. Dans la liberté à l'époque. Dans la liberté des textes et des sources, n'est-ce pas, et dans la confrontation des idées parmi les Comment intellectuels. le théologien
Sayyari. Sayyari, c'est un théologien chiite probablement iranien, donc du IIIe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire du IXe siècle. Autre élément très important dans ce dictionnaire du Coran, c'est que le point de vue chiite est très présent, ce qui paraît inouï pour le regard sunnite, parce que les sunnites ne sont absolument pas informés de la manière avec laquelle les chiites adhèrent à ce texte coranique. Esther Benbassa et vous, Sophie Bessis, quels sont les leviers dont disposent les femmes des pays arabes pour s'émanciper? Moi, je crois que... Vas-y Esther. On dit... Non, pays arabes ou pays musulmans. D'abord, il y a une marche qu'on peut pas arrêter, même s'il y a un retour au voile. Je crois que la modernité pour les femmes est entrée dans nombre de pays. Elles travaillent au Maroc ou en Turquie ou ailleurs. Elles sont très nombreuses à travailler. Elles reçoivent une éducation plus ou moins moderne, dans certains pays plus modernes que l'analphabétisme qui a régné au sein du groupe féminin très longtemps, comme en Occident d'ailleurs. L'Occident a pris les devants très tôt. Mais je crois qu'il ne faut pas poser les questions comme ça. Il faudrait peut-être voir historiquement comment la condition féminine a évolué. Par exemple, nous, dans notre livre, on a mis une seconde, j'essaie de terminer. On a mis même des historiques sur les femmes. Dans différents pays, les femmes ont évolué différemment. La femme en Turquie a voté avant la femme occidentale. On voit en Tunisie ce qui s'est passé. Je crois qu'aujourd'hui, on cristallise charia, le voile, le djihad. Je crois que toutes les religions ont des ferments de violence, des ferments anti-féminins, anti-féministes, anti-féminins, tout ce qu'on veut. Mais essayons un petit peu de nous ouvrir, d'ouvrir nos fenêtres et d'apprendre le minimum requis pour essayer de comprendre ce qui nous entoure. C'est ce que vous nous conseillez, c'est ce qu'on pratique. On essaie de pratiquer. Voilà. Grâce à vous. Pas grâce à moi. Grâce à vous tous et toutes. Je voudrais juste ajouter, puisque vous parliez vous demandiez exactement ce qui est pertinent, de quelles armes dispose-t-elle pour se défendre. Je crois que c'est très important. Revenons au travail. Le droit au travail, les femmes ont toujours travaillé, bien entendu. L'innovation très importante, c'est le travail en dehors du foyer, le travail extérieur et le travail salarié. Ou sinon, évidemment, le Coran autorise le travail des femmes quand elles l'esclave des maris à l'intérieur et de la famille. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les pays en voie de modernisation ou largement modernisés? C'est que quand vous avez dans un pays comme la Tunisie ou comme le Maroc un salarié sur 4 qui est une femme, l'économie ne peut pas se passer des femmes qui travaillent en dehors de chez elles. Quand on sait que dans la fonction publique, dans l'enseignement, dans les métiers de la santé, y compris dans les métiers maintenant judiciaires, les femmes sont extrêmement nombreuses, sinon majoritaires. Et ça a des conséquences sur l'organisation de la société, l'organisation politique aussi. Et donc, l'instruction, quel que soit son contenu, qui est parfois effectivement catastrophique, mais enfin, l'accès des femmes à cette instruction, mais il évolue. L'accès au travail salarié, la maîtrise partielle de la fécondité est quelque chose de très important. Quand une femme prend la pilule et peut la prendre, eh bien, effectivement, c'est une arme contre sa domination. Abdelwahab Medeb. Et puis ce que feront les femmes, c'est-à-dire la créativité des femmes, leur participation dans la création très très forte, leur revendication sur tous les fronts. Dans Contre-Prêche, j'ai consacré tout un chapitre à un événement majeur qui a constitué un débat immense dans l'intégralité du monde musulman. Cette musulmane new-yorkaise, Amina Wadoud, qui a décidé de se faire imam et de diriger la prière du vendredi. Et tout le débat que cela a ouvert. Et la démonstration... Imam où? À New York? À New York même. Ouais. Et si elle rentrait dans les pays musulmans, qu'est-ce qui lui arriverait? Un immense débat. Le mufti du Turquie a, par exemple, le mufti qui a reçu Benoît XVI à la mosquée bleue d'Istanbul, ce fameux événement où ils ont fait la prière ensemble, se dit d'abord, premièrement, laïque et démocrate, avant d'être musulman, prêtre en tant que musulman, disposant donc de la fatwa simplement pour les affaires cultuelles et rien d'autre, parce que le droit, dit-il, dans notre pays est ailleurs, et il a institué 1000 femmes muftis. Ah oui. Mais donc cet investissement de l'espace religieux, il faut qu'elle soit engagée dans toutes les formes de création, et l'exemple le plus fort que vous donnez, c'est qu'elle s'engage dans la religion. Non, pas du tout. Aussi. Parce que le reste, on en a parlé. Et aussi, cet autre événement extraordinaire,
le mouvement gender, le nombre de musulmanes de divers pays qui sont allés dans le campus américain, qui se sont articulés aux études féminines qui sont académiquement tout à fait reconnues en Amérique et qui ont créé des mouvements, je veux dire, au nom de ce féminisme-là jusqu'au lesbianisme, si j'ose dire, en tant que musulmane. Ça touche que les élites, ça touche les élites à l'extérieur des pays. C'est très important que cela existe. Sans effet écho. La rencontre de Barcelone, la rencontre qui a eu lieu en Indonésie est internationale. Ça a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Et ce n'est pas rien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut évoluer, s'émanciper, réformer, il faut investir tous les champs. Tous les champs. Il faut s'écarter du Coran? Non. Regard critique, historique sur le Coran, donc dictionnaire du Coran. Il faut aussi s'en écarter. Il faut y revenir. Laisser ceux qui s'en écartent, je veux dire, bien sûr. Mais c'est très très important. L'immense problème, à mon avis, de l'échec des modernisateurs dans le monde, particulièrement dans un pays comme la Tunisie, c'est que très souvent, ils ont fait la modernisation dans l'oubli de leur tradition. Ça me paraît très 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 important d'être en lien et en entretien avec la tradition. Vous parlez à une historienne qui enseigne à Paris, Sorbonne, et qui est tunisienne, qui a été formée en Tunisie avant de venir ici. Regard critique sur la tradition et postmodernité, articulé à la postmodernité. Naturellement, notre émission va être diffusée, comme toutes les émissions de Bibliothèque Médicis, sur le satellite, sur TV5, sur le numérique. Et moi, je voudrais vous remercier de nous avoir accordé l'hospitalité. C'est moi qui vous remercie. Dominique Baudis. Je remercie tous les participants parce que ce débat s'inscrit parfaitement dans la logique de l'Institut du monde arabe, qui est un lieu de confrontation de points de vue dans le respect des autres. Est-ce que vous êtes indépendant, Lima? Totalement. Une question classique qu'on pose à tout le monde. Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous dépendez des donateurs, des mécènes d'ici? Vous faites ce que vous voulez. Je suis au moins aussi indépendant que vous au Sénat. Voilà. Ben oui, donc totalement indépendant. Je vous en félicite, Monsieur Baudis, puisque vous connaissez l'expérience du public Sénat. Il faut quand même que l'Institut du monde arabe soit purement de droit français, c'est-à-dire fondation strictement française, qu'en lien avec ce droit de regard des ambassades. Non, mais c'est avec... enfin, je ne vais pas le défendre, je ne peux pas parler. Droit de regard, mais il est important, parce que c'est ce qui fait l'originalité de cette maison, qu'elle associe l'ensemble des États arabes et la France. Alors, ça ne doit pas être un organisme officiel, c'est une fondation privée, mais on doit travailler en relation avec les pays. Et on ne peut pas travailler en relation avec les pays sans ignorer les États. Je ne vais pas faire plaisir on les gère. À mon ancien confrère Dominique Baudis, qui a parlé tout à l'heure avec le cœur du Liban, parce qu'il y a été, il y a travaillé, il a même été blessé. Et puis je connais son caractère assez indépendant, je ne le vois pas ici sous l'emprise, Monsieur Medeb, je ne le vois pas sous l'emprise de telle ou telle ambassade. Mais au moins qu'on puisse travailler, débattre de tout. Et par exemple, est-ce que des Israéliens ou des Juifs participent à des débats? Bon. Oui. Israéliens. On a eu des Juifs, chercheurs. oui, il y en a pas mal, même autour de cette table. Mais des Israéliens. Non? Oui, il y a eu des universitaires israéliens, comme il y a des universitaires israéliens qui ont participé au dictionnaire. Moi, je suis venue plusieurs fois ici et on a fait une manifestation culturelle, le pari du vivre ensemble, parce que la Sorbonne était fermée à cause du CPE. On avait des Israéliens. Merci d'avoir été la raison de notre rencontre ici, dans ce lieu, et avec l'hospitalité de Dominique Baudis. Mais est-ce que quiconque lit votre dictionnaire, et chaque matin le Coran, chaque soir, et quiconque le lit, est-ce qu'il a dans ses mains une arme qui conduit à l'obscurantisme affiché ou voilé, ou à plus de liberté? Quelle question. Je pense simplement. Ce n'est pas d'abord, j'espère que ce n'est pas une arme. Alors, j'emploie une arme, un atout, un instrument, un élément. C'est un outil. Voilà, Monique me tire l'oreille, je le fais. Mais moi, j'apprécie beaucoup les questions un peu inhabituelles et provocatrices, c'est bien. Non, moi, elle me donne une bonne note. L'école normale supérieure me donnerait peut-être la moyenne. Vous voyez, un éclairage. Bon. Qui dit éclairage dit lumière. En tout cas, votre dictionnaire, vous savez où je le mets? C'est un outil de connaissance. Vous savez où je le mets? Dans ma poche. Merci à vous tous. Merci. Bibliothèque Médicis, exceptionnellement et heureusement réalisée à l'Institut du monde arabe pour ses 20 ans. Et l'émission a été réalisée, comme d'habitude, avec beaucoup de talent par Philippe Lallemand, n'est-ce pas? Avec Anne-Marie Moreau, Céline Mévélec, Françoise Mananti, et la complicité critique, quelquefois, comme la mienne à son égard, de Monique Cantos-Perber. Merci à vous tous. À la prochaine. Merci à vous.